Bashir, if you Salut take Nasser, over salam alaikum wa here. rahmatullahi wa barakatuh. Hello, how are you? Welcome. Ça me fait plaisir de te revoir en cette belle It's journée really organisée par le CNES. with great pleasure that I see you today. Ça fait Thank quand même un petit you. moment. Bah, écoute, je te félicite pour la modération de ce deuxième et difficile Thank panel. you for moderating this panel. Je voudrais remercier aussi les I would organisateurs de like cette also journée-là, to thank the organizers of this event, notre ami le Latir et ainsi que toute l'équipe. Je voudrais our remercier friend aussi Latir and nos the collègues, entire professeur Taïb team. Hafsi, professeur I would like Ahmed also Nasseri, to thank our colleagues and professeur Professor Luc Bernier et professeur Yvan Nassiri, Professor Tutorion d'avoir Pierre accepté, Bobby, and cette Hans invitation de nous parler de Christiansen questions très for importantes. Ce sont des questions accepting to discuss these important questions. Ce sont des questions toujours These are importantes et d'une importance extrême, et important ça a toujours été dans le cas de l'Algérie indépendante questions, depuis les and that années has always 60 à nos been the jours. case of Algeria, independent Algeria, since the 60s until today. Sans trop tarder, je vais Without donner la further parole delay, I would like to give the floor en to premier lieu à first professeur Ahmed to Nasseri qui nous Professor Ahmed parlera Nassiri, who will talk et qui abordera la gouvernance des sociétés d'État about the governance of d'un point de state vue de la création des richesses des companies nations. on the creation of values for nations. Je donnerai la parole tout de suite après au professeur Taïb Hafsi qui Right afterwards, I'll give the floor to ses Professor travaux dans Tayyip la portée de Hafsi, sa réflexion sur la who complexité qui will entoure les share with us rapports his entre les thoughts politiques about the et complexity of les gestionnaires publics. relations between the politics Cette and interface politico-administrative qui the est très public présente, voire managers, même trop présente dans certains rapports and et au the cœur des conseils interface d'administration, between d'équipes de management directeur and général, de ministres et policy tout that l'establishment. is quite present. Professeur Luc Bernier interviendra entre les deux, c'est-à-dire à la fois entre la création de la richesse et les rapports difficiles plus ou moins difficiles en tous les cas, entre les principaux acteurs de la gestion des sociétés d'État. Luc Bernier nous parlera de ce maillon faible selon lui. Il nous dira comment le renforcer avec quelques recommandations. Et nous finirons ce panel-là par une réflexion de la part de notre ami professeur Yvan Tutorion sur ce qui semble comme étant le nerf de la guerre, la rémunération des dirigeants publics, la rémunération notamment des dirigeants des sociétés d'État. Puisque si on suit la logique de la présentation, il faut d'abord créer de la richesse. Pour la créer, il faut mettre en place des structures fonctionnelles et le conseil d'administration fait partie de ces structures de gouvernance. Il faudrait bien sûr, pour que cette structure puisse fonctionner selon les règles raisonnables, il faudrait quand même penser à ces rapports et qu'est-ce qui motive pour comprendre ces rapports entre les principaux dirigeants des sociétés d'État et qu'est-ce qui les motive. Et nous finirons en toute beauté par, il y a une bonne partie aussi qui est la rémunération, avec tout ce que cette réflexion sur la rémunération peut générer comme irritant ou comme facilitant de l'action publique qui crée la richesse. Alors sans trop tarder, je donnerai la parole à notre ami professeur Ahmed Nassiri. Je dirai deux mots puisque les gens vont recevoir ton CV, cher ami Ahmed. Ahmed Nassiri est un spécialiste de la gouvernance publique, de la gouvernance des sociétés d'État. Il a publié un nombre considérable dans le petit dernier en 2020 sur la gouvernance et sur le guide de la bonne gouvernance des sociétés d'État et de la gouvernance publique. Si Ahmed sont trop tardés, je te donne la parole. Tu as 15 à 20 minutes, 25 minutes, ça c'est vraiment au maximum. On essaiera. Merci. Alors je ne sais pas si j'ai accès au partage d'écran. Je ne crois pas que je l'ai. Tu peux, à droite de ton écran, en bas. Oui, je l'ai. Je n'ai pas appuyé dessus, mais d'accord.
Ouais, mais j'ai eu quelqu'un à la place. Ben, ça fait rien. Alors, j'ai pas vu mon partage d'écran comme tel, mais je vais y aller sans diapo. Donc, alors, je remercie, je joins mes remerciements, je ne sais pas si vous me voyez, à ceux de Bachir pour remercier les organisateurs et tous ceux qui ont participé à cet événement. Je remercie aussi les participants, je remercie les intervenants, parce que pour moi, c'est une belle occasion d'échanger entre des spécialistes, évidemment, de la gouvernance. Donc, my regard to those English-speaking attendants, really, today. Alors, pour venir à la présentation, parce que le temps est un peu court, ben, je dirais que quand on m'a proposé ou quand j'ai réfléchi à la question de la gouvernance, je me suis un peu trouvé dans des situations difficiles. Je me suis trouvé guidé par une réflexion que les problèmes des entreprises d'État, il suffit de les privatiser pour régler tous leurs problèmes. Je me suis dit, mais attention, je m'avoue comme tout ce que j'accuse d'être eu par ce genre de réflexion. Je dis, moi, je me dois au moins vérifier un certain nombre de choses. Et c'est cette réflexion que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Je veux vous dire déjà que je suis mêlé un peu aux histoires de la gouvernance depuis déjà plusieurs décennies. Et j'ai constaté qu'elle changeait de peau comme une vipère tous les ans. Et alors, je suis perdu. Ben, chaque année, il fallait que je change ma vision de la gouvernance. Un terme bâtard que tout le monde utilise à n'importe quoi. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est du bon sens. Que dit la gouvernance? Elle dit tout simplement, faites les choses bien. Ben, qui c'est peut être contre la vertu? On commence à être contre la vertu quand ça ne nous fait pas notre affaire. Et c'est le cas de la gouvernance, évidemment. Alors, je me suis posé la première question, est-ce que je sais la frontière de cette société d'État? Est-ce qu'on m'a jamais expliqué cela? Dans mon, comment dirais-je, mémoire, c'est une entreprise créée souvent par un pays qui est devenu indépendant et qui veut maîtriser un peu la destinée économique. C'est une entreprise possédée à 100% par un État. Eh bien, je me suis trompé. Alors que cette fonction de défendre un peu les intérêts de l'État ont valu à l'entreprise privée tous les blâmes. Il en a, en fait. On doit lui reprocher beaucoup de choses, mais celui que je retiens, moi, c'est son incapacité de s'adapter à son environnement qui a changé et qu'on change exprès pour elle. Et c'est avéré à cause de sa bureaucratie lourde. Elle ne peut pas faire autrement. Elle s'est privée de sa capacité de changement, d'agilité. Et alors les autres, les opposants de l'entreprise publique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne pouvaient pas fermer les yeux sur ses avantages. Mais ils voulaient à tout prix abolir ce symbole d'indépendance qu'est le capital de l'État. Alors il dit privatisons, qu'on n'en parle plus. Alors notons bien, je n'ai rien contre la privatisation. Parfois, c'est vraiment le remède ultime et ça peut être très intéressant. Ce que je dis par là, c'est que les opposants ont trouvé un moyen de contourner le capital. Ils ont dit, nous, on ne possède rien dans nos entreprises. Ça ne les empêche pas de les manipuler comme ils veulent. Comment ils font? Par des accords tacites, par des lois cadres, par. Et je vous donne un petit exemple, évidemment. Tout dernièrement, il y avait une agence de notation qui a osé dégrader un grand État. Il a été offusqué. À raison, à tort, je n'en sais rien. Mais tout simplement, ils ont osé. On leur a envoyé, comment dirais-je, un avertissement. Ils n'ont pas compris. On les a poursuivis pour 5 milliards de dollars. Voilà le nouveau modèle des entreprises que j'appelle, moi, à raison d'État ou intérêt d'État.
par opposition à l'entreprise société d'État. Avec le temps, on est arrivé là. Et donc, pour moi, il ne faut plus parler d'entreprise, société d'État, etc. C'est le contrôle qui compte. D'ailleurs, l'Union européenne l'a compris dernièrement. Elle en a changé sa définition. Donc voilà le problème qui se pose. Alors, la gouvernance de qui? C'est celle que je voulais vous parler aujourd'hui. Eh bien, la gouvernance de tout le monde. Que l'entreprise soit privée, soit... Est-ce que la gouvernance compte? Bien entendu. J'avais fait une étude, pas plus tard que l'année dernière, publiée dans, comment on appelle, le journal anglais, Advance in... Oh, j'ai oublié complètement le nom, mais qui s'intitulait La richesse, The Wealth of Nations, The Impact of Corporate Governance. Et qu'est-ce que j'ai trouvé là-dedans? Enfin, le journal anglais m'est revenu, Archives in Business Research en Angleterre. Qu'est-ce qui sort dedans à partir des données empiriques? Une chose simple. Ce qui lie les nouveaux riches aux anciens, c'est une seule chose. La capacité de gouverner efficacement leurs organisations. Et ce n'est pas étonnant que Singapour se trouvait au top de toute la classification. Alors pour moi, la gouvernance, évidemment, aujourd'hui, je vous parle d'une gouvernance spéciale, parce que je la sépare en deux. La gouvernance éthique, philosophique, platonienne, que tout le monde accepte, les bras ouverts. Et c'est déjà un grand gain, parce que tout le monde actuellement s'accorde son code de gouvernance. Tous les pays, toutes les entreprises, tout le monde en a. Et un problème reconnu, comme on dit, est à moitié résolu. Par contre, quand on s'abaisse à l'application, peu l'appliquent. Et c'est ça le genre de gouvernance dont je veux vous parler, dont a besoin l'entreprise publique comme privée. C'est respecter les règles. C'est ce que j'appelle, moi, la gouvernance déontologique, la gouvernance de contrôle, la gouvernance qui exclut l'impunité dans les entreprises publiques. Alors, comment faire ça? Certains vont me dire, écoutez, c'est pas facile. Non, moi, j'ai devant moi un certain nombre d'éléments qui permettent ou qui démontrent que c'est possible. On peut instaurer une gouvernance déontologique dans toute entreprise, qu'elle soit étatique ou autre. Il suffit de prendre la peine de le faire. Donc, c'est cette gouvernance qui m'intéresse, moi, parce que la privatisation, la globalisation qui va avec, met un peu les pays en développement dans un cadre où l'on les oblige à jouer, à participer à des tournois de rugby, alors qu'ils n'ont que des équipes de soccer ou de foot. Donc c'est illogique depuis le départ, ils sont perdants depuis le départ. Donc alors c'est légitime qu'ils voudraient bien se préparer. Cette gouvernance-là permet aussi aux pays en développement, dans le cas où ils opteraient pour la privation, de vendre leurs entreprises à des valeurs, comment dirais-je, justes, ne pas les brader. Parce que celui qui prend l'entreprise actuellement, ou les privatisations qu'on a vues dernièrement, c'est le plus grand détournement des actifs de l'histoire. On dépossède les États ou les pays en développement, ou peu importe comment vous les appelez, en les obligeant à brader leur entreprise. Donc alors, pour éviter cela, le Conseil a donné à ceux qui veulent privatiser, c'est du moins d'augmenter leur valeur. Pourquoi? Parce que la valeur, dans les temps modernes où nous sommes, c'est une question de rendement et de risque. Donc, on pourrait augmenter les valeurs sans investir, tout simplement en gérant mieux. Donc, c'est ça la problématique pour moi aujourd'hui. Et je me disais, alors comment faire? Comment faire? C'est simple. Il faut d'abord, et je prends les étapes de la gouvernance corporative une à une. Certains interlocuteurs aujourd'hui ont brillamment présenté la question. La première des choses, c'est
comment faire évidemment pour avoir une entreprise qui marche bien? Eh bien, c'est dans l'objectif. Vous ne pouvez pas faire suivre à une entreprise d'État 3 lièvres ou 4 à la fois et prétendre qu'ils vont réaliser un. Ils n'en réaliseront aucun. Sauf un miracle, évidemment. Il y a toujours des miracles. Deuxièmement, une fois que vous avez fait ça, il faut leur fixer. L'objectif est clair. Il faut leur dire, c'est votre responsabilité. Vient évidemment le moment de nommer des gens au conseil d'administration. On nomme pas les gens parce qu'ils étaient grands, gros avant. On les nomme, c'est un puzzle le conseil d'administration. On ne doit nommer quelqu'un là-dedans que s'il remplit une fonction claire. Il peut être balayeur et très utile. Il peut être médecin et inutile au conseil d'administration. C'est ce que j'appelle le profil collectif d'un conseil d'administration. Il faut qu'il y ait un comité de sélection qui soit autonome au niveau de ce conseil d'administration, et son rôle, c'est dire quels sont les besoins, où est-ce qu'on les trouve. Il est proposé au gouvernement si le gouvernement veut rester maître d'œuvre. Le gouvernement ne peut pas réagir en face d'une entreprise publique comme si c'était un département d'État. Si c'est un département, il n'a qu'à la continuer comme département. Mais on a créé ces entreprises-là parce qu'on leur donnait l'agilité nécessaire pour s'imposer sur un marché, pour être concurrent. Donc, c'est la logique même qu'il faut savoir. Donc, il faut un comité de sélection, de nomination qui soit autonome, je dis bien autonome. L'État devait avoir ça. Et pour tous ces conseils d'administration, on doit passer par ça. Si on ne le fait pas, évidemment, c'est qu'on n'est pas sérieux et ça ne peut pas donner quelque chose. Donc ça, c'est le deuxième point. Maintenant, on ne peut pas dire aux gens, vous êtes autonome, vous faites ce que vous voulez. Mais non, il faut les encadrer. L'encadrement commence par des lois claires, si c'est le gouvernement, par des règlements internes clairs, si c'est privé. Et il faut évidemment contrôler que c'est respecté. Si vous ne contrôlez pas que c'est respecté, vous donnez carte blanche aux agissements les plus critiquables. Vous voyez, il n'y a pas de culture dans ce niveau-là. Je n'ai pas vu un seul pays où les fraudeurs aimaient bien être contrôlés. Donc quand vous parlez de contrôle, tous les fraudeurs n'en veulent pas. Et personne n'en veut, en fait, parce que ça rend un peu les choses compliquées, etc. Donc voilà, les contrôles, et je peux vous dire par expérience qu'il en existe des systèmes qui sont facilités ces derniers temps par les révolutions informatiques. On peut contrôler tous les agissements de chacun dans une organisation. Et pour être honnête avec vous, ça me fait peur. Mais on n'a pas d'autre solution. Étant donné qu'on s'est fixé un certain objectif, eh bien, la conséquence qu'on se fixe une façon de l'atteindre. Et je peux vous affirmer qu'on peut l'atteindre. Il y a des systèmes, il suffit de le vouloir. Alors, il y a l'éducation qui est derrière, il y a la sensibilisation, il y a etc. Et il y a le dernier point auquel je veux revenir, c'est cette transparence, la reddition des comptes. Il faut que les gens nous donnent l'information, et à tout instant. Parce que si vous n'exigez pas la reddition des comptes, vous encouragez les fraudes. Quelqu'un qui sait qu'il ne va pas, il n'a rien à risquer, vous l'encouragez à plonger dans, comment dirais-je, la méandre de la fraude et de la débauche. Donc alors, il faut. Je comprends bien qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut. Mais je comprends aussi que si on ne commence pas dès le départ, on n'arrivera jamais. Donc alors moi, je vais finir un peu là-dessus. L'objectif de toute entreprise d'État ou privée, c'est contribuer efficacement à l'enrichissement de cet État. Ça peut être évidemment monétaire, mais ça peut être non monétaire. Mais il faut que je sache sur quoi évaluer l'entreprise. On fait une erreur monstre en mettant toutes les entreprises d'État dans le même sac. Il y en a pour qui c'est simplement assurer le bien-être des gens. Il y en a d'autres qui assureraient leur bien-être financier. Il faut qu'on arrive à avoir des modèles qui nous permettent de les évaluer là-dessus, de rémunérer ceux qui travaillent bien,
de punir ceux qui contreviennent à cette notion-là. Alors, mesdames, messieurs, je vous remercie, c'est ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui, et je m'excuse d'abord parce que j'avais un autre engagement. Tout de suite après, je vais devoir quitter. Donc, je ne sais pas si Bachir voudrait prendre quelques questions. Je suis prêt à y répondre avant d'y aller, parce que je suis désolé, parce qu'on m'a averti de cette présentation il y a à peine 10 jours, et j'avais l'autre engagement. Professeur Nasseri Ahmed Charami, je te remercie infiniment de cette intervention succincte, mais précise à la fois sur la nécessité de la création de valeur ou de la création de richesse, ou ce que tu appelais la richesse de l'État, mais c'est aussi de la prospérité de la société, toute la société, pas uniquement la richesse. Je propose qu'on puisse, tenant compte des retards enregistrés, qu'on puisse intervenir et puis laisser les questions pour la fin. Je te rapporterai les questions d'auditoire où je vais essayer de répondre à ta place, si tu me le permets. Ok, merci. Je sais que tu as un rendez-vous très important et tu m'en as déjà parlé. J'en ai parlé aussi aux organisateurs. Je te remercie infiniment, Ahmed. Merci beaucoup. Allez, au revoir tout le monde et merci.